Bonjour à tous. Donc, dans cette conférence, j'ai choisi d'avoir un titre un peu provocateur. Que vient faire le regard de l'économiste dans le champ des pratiques médicales? L'idée, c'est vraiment de s'interroger sur le regard de l'économiste dans le système de santé. Qu'est-ce qu'il peut amener à un moment où il y a un discours un peu négatif sur l'économiste dans le système de santé. On se dit, voilà, notamment avec la crise du Covid, on a fait trop d'économies, on a trop régulé le système de santé et on en paye le prix avec pas assez de personnel, pas assez de ressources pour intervenir sur la santé des populations. En fait, un des objectifs de cette conférence, c'est de discuter cette question de l'insertion du discours économique et de la logique économique dans le système de santé. J'essaierai de faire d'abord une présentation générale en donnant une définition de ce qu'est l'économie de la santé vue comme une discipline scientifique. Et puis après, on abordera quelques petites illustrations, 2 ou 3 au maximum, qui nous permettront de comprendre, soit du côté patient, soit du côté médecin, comment l'économiste peut réfléchir dans le système de santé pour comprendre les comportements des agents et éventuellement amener quelques idées pour visant à les améliorer, à améliorer ces comportements au bénéfice d'un meilleur fonctionnement du système de santé. Qu'est-ce que l'économie de la santé? Pour le quidam de la rue, pour quelqu'un qu'on interroge un peu naïvement et brutalement, un économiste de la santé, c'est quelqu'un qui veut faire des économies à la sécurité sociale. Et ça, c'est une démarche contre laquelle je lutte. C'est certainement pas l'approche scientifique de l'économie de la santé. Il faut absolument que les gens gardent en tête que l'économiste ne veut pas forcément faire des économies. Alors, on va expliquer ça. L'économie, c'est... alors, je vais en donner une définition savante, un peu lourde et rébarbative, mais qui a l'avantage d'être très précise. L'économie, c'est la science de l'allocation des biens rares à des usages alternatifs. Donc ça, c'est une définition qui a été donnée par Lionel Robbins dans les années 30. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout simplement que c'est la science des choix. C'est-à-dire que les agents, nous tous, sommes confrontés à une certaine rareté des ressources. On doit les allouer à différents usages alternatifs, des plaisirs ou des nécessités qui nous touchent. Et notre problème, c'est d'effectuer des choix, donc d'allouer ces ressources au mieux qu'on puisse faire pour maximiser, on va dire, l'utilité de ces usages alternatifs des ressources. Et bien, en santé, la démarche va être la même. C'est-à-dire qu'on va se demander comment on peut d'abord étudier et comprendre les choix des agents, quels sont les choix qu'ils opèrent effectivement, et puis, éventuellement, ensuite, si on est dans une logique de gouvernement, de contrôle des choses, on va se demander comment améliorer ces choix, c'est-à-dire faire en sorte que les agents dans le système de santé effectuent des choix meilleurs. Et donc, c'est plutôt ça le rôle de l'économiste de la santé. Ce n'est pas forcément de faire des économies, c'est plutôt de faire en sorte que les choix des agents dans le secteur de santé, dans le système de santé, soient meilleurs et leur bénéficient au maximum de ce qu'on peut faire. Alors pour illustrer cette démarche, j'ai choisi de présenter des petites illustrations qui mettent en œuvre une démarche d'économiste de la santé concrètement. La première illustration, c'est ce qu'on appelle le gradient social de santé. Alors, là, je donne des informations sur la France, mais en fait, ce gradient social de santé, il existe pratiquement dans tous les pays, qu'ils soient d'ailleurs pays développés ou pays en développement. Le gradient social de santé, c'est l'idée que le long
du gradient social, du plus pauvre vers le plus riche, du moins éduqué vers le plus éduqué, de ceux qui ont le moins de patrimoine vers ceux qui ont le plus de patrimoine. Donc en fait, du plus pauvre vers le plus riche, pour faire simple. On a aussi une amélioration de l'état de santé. C'est-à-dire, grosso modo, et statistiquement, quand on est au bas de l'échelle sociale, on a une moins bonne santé que quand on est en haut de l'échelle sociale. Et ça s'illustre ou ça se mesure, par exemple, par l'espérance de vie. L'espérance de vie des personnes sans diplôme est généralement presque 10 à 15 ans inférieure à l'espérance de vie des diplômés de l'enseignement supérieur, mesurée par exemple au début des années 2000. Alors il faut bien voir qu'au début des années 2000, l'espérance de vie, donc on mesure des choses autour de personnes qui ont entre 60 et 80 ans. Donc un diplômé du supérieur dans les années 2000, c'est quelqu'un qui a fait des études universitaires dans les années 50-60. Donc effectivement, c'est aussi à une époque où l'accès à l'enseignement supérieur était faible, réservé à une élite. Donc on mesure, on se rend compte que ces gens-là, 50 ans plus tard, meurent moins vite que les personnes sans diplôme de la même génération. Voilà. Mais ce gradient social de santé existe toujours, même à des dates plus récentes, et quand on parle de cohortes de générations encore plus récentes. Est-ce que la première hypothèse avancée, d'ailleurs quand on est économiste on va s'y intéresser, est-ce que c'est parce que les Français peu aisés ont des difficultés à accéder aux soins et à se payer des soins? Est-ce que donc l'espérance de vie dégradée des personnes pauvres en France correspond à des renoncements aux soins pour raisons financières? Donc quand on regarde les choses un peu plus précisément, on va s'intéresser au reste à charge des Français par niveau de revenu. Et on se rend compte que le système de santé est extrêmement redistributif. C'est-à-dire qu'un des grands mérites de la conception du système de santé, c'est d'avoir rendu l'accès aux soins quasiment gratuit, et ce, de façon encore plus nette pour les catégories de revenus inférieurs. Il y a un certain nombre de dispositifs en France, notamment la CMU, la CMUC, les différents dispositifs d'accès aux soins gratuits, qui font que lorsqu'on est une personne démunie, l'accès aux soins est rendu quasiment gratuit pour les personnes qui en ont besoin. Éventuellement, les restes à charge augmentent pour les catégories de revenus supérieurs, probablement parce qu'ils vont chercher des types de soins, ils recourent à des types de soins qui sont moins bien remboursés, mais parce qu'en fait ils sont jugés aussi d'un service médical rendu pas aussi important, de type des soins de confort, des soins d'esthétique, qui du coup sont mal remboursés, mais qui correspondent à des choix de consommation, on va dire, de catégories socio-économiques supérieures. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a des restes à charge, mais ils correspondent généralement à des soins qu'on va dire non vitaux. Alors évidemment, il y a toute cette question entre le dentaire et l'optique, là où c'est pas si clair, mais là encore, sur les années récentes, on a cherché à améliorer la prise en charge et la couverture de ce type de soins. Et généralement, il y a toujours une offre, plus ou moins dite à reste à charge zéro, qui permet aux gens de se procurer des soins, ce type de soins, avec des restes à charge très limités. Donc, en fait, quand on fait un diagnostic assez fin par catégorie de revenus des restes à charge des dépenses de santé, on se rend compte qu'on peut éliminer l'hypothèse d'un renoncement aux soins pour raisons financières. Alors ça ne veut pas dire, il nous reste quand même à expliquer ce gradient social de santé qui perdure. Et en fait, ça veut probablement dire qu'il faut chercher ailleurs que dans les restes à charge les sources des inégalités sociales de santé.
probablement par des stratégies d'accès aux soins qui sont différentes, peut-être moins bonnes, peut-être aussi par des comportements et des expositions à des risques qui sont différents. Par exemple, on sait qu'il y a parallèlement au gradient social de santé, un gradient social de l'exposition aux risques environnementaux. C'est-à-dire que les personnes pauvres sont plus souvent soumises à des polluants atmosphériques, des polluants chimiques, qui font que leur espérance de vie peut être affectée par ce type d'exposition. Les conditions de travail des personnes démunies quand elles travaillent ne sont pas aussi bonnes, les conditions de logement, etc. Donc, le diagnostic de l'économiste sur le gradient social de santé, c'est plutôt de dire que la source de ces inégalités de santé se trouve plutôt ailleurs que dans les raisons financières, que dans des raisons d'accès aux soins, mais plutôt dans les conditions de vie. Une deuxième illustration du regard de l'économiste dans le système de santé, c'est l'étude des choix des professionnels de santé et notamment l'étude des choix d'installation. Alors il y a quelque chose qui résume très bien les stratégies d'installation des médecins sur le territoire national, c'est ce qu'on appelle l'héliotropisme. Le fait qu'un des très bons prédicteurs des choix d'installation des médecins, c'est le niveau d'ensoleillement de la région dans laquelle ils s'installent. On voit une très forte concentration des médecins, alors là c'est des données sur les médecins généralistes, dans le sud de la France, avec une très forte densité médicale, notamment en région PACA ou sur tout le littoral atlantique sud. Et inversement, il y a des régions qui manquent de médecins et c'est plutôt dans le nord de la France ou dans des zones, on va dire, on parle aussi de diagonale du vide, ça a été discuté aussi. Voilà, en tous les cas, le choix d'installation des médecins est un sujet d'étude des économistes et une des avancées importantes des économistes, ça a été de discuter la question de l'efficacité, là encore, de l'argent, c'est-à-dire de ce qu'on a appelé les dispositifs de prime à l'installation, qui étaient censés pousser les médecins à s'installer dans les zones dites de déserts médicaux, enfin en tous les cas des zones sous-denses en médecins. Et là encore, un des résultats de l'analyse économique, ça a été plutôt de montrer que les primes à l'installation restent relativement inefficaces pour pousser les médecins à s'installer en zone sous-dense. Et de toute façon, la réponse était relativement attendue parce qu'un médecin en zone sous-dense, c'est quelqu'un qui de toute façon va gagner beaucoup d'argent puisqu'il va s'installer dans une zone où il a peu de concurrents, il aura une large patientèle et avec le système de rémunération qui existe en médecine libérale, plus les médecins ont une large patientèle, plus ils sont rémunérés, puisqu'on a un système de paiement à l'acte qui fait que plus on fait d'actes, plus les médecins sont rémunérés. Donc ça, on a un fait statistique sur les revenus des médecins, qui est que les médecins de zone sous-dense gagnent déjà très bien leur vie. Et donc, une prime à l'installation, finalement, ça a été quelque chose de relativement redondant, voire inefficace, pour pousser les médecins à s'installer. Et donc là encore, il faut chercher ailleurs que dans la logique financière les mécanismes pour pousser les médecins à s'installer dans les zones sous-denses. Ce qu'on retient peut-être de façon un peu plus qualitative, quand on interroge les médecins sur ce qui compte pour eux pour s'installer dans des zones sous-denses, c'est plutôt, on l'a dit, le cadre de vie, c'est-à-dire que les conditions climatiques comptent, mais pour lutter contre cet héliotropisme, ce qui compterait et ce qu'il faudrait rajouter sans doute dans les régions qui sont pour le moment un peu délaissées, c'est un cadre de vie agréable, des opportunités aussi pour le conjoint,
éventuellement toute une infrastructure scolaire, etc. pour scolariser leurs enfants. Ce qui compte, donc, c'est un ensemble de services publics qui pourraient pousser les médecins à sélectionner une installation dans une zone sous-dense. À l'issue de ces deux illustrations, je crois qu'on peut maintenant revenir sur le rôle de l'économiste dans le système de santé, et je vais le faire avec un graphique qui aide à bien comprendre comment on peut résumer le rôle de l'économiste dans le système de santé. Imaginons que sur un graphique, on représente d'abord en ordonnée, donc un résultat, quelque chose qu'on attend du système de santé. En ordonnée, on va représenter l'espérance de vie des populations. Plus c'est haut, plus l'espérance de vie est grande dans un pays. Et puis en abscisse, qui représente les sommes qu'on injecte, les sommes d'argent éventuellement qu'on injecte dans le système de santé, on va représenter des milliards d'euros dépensés. Okay. Sur un graphique comme ça, on s'attend en fait à une relation croissante en forme d'enveloppe qui nous dit pour tant de milliards d'euros dépensés, on va obtenir tant de gains d'espérance de vie. Et puis, on va pouvoir représenter sur ce graphique où en sont les différents pays. Un point égale un pays. Alors là, j'ai représenté deux pays, le pays B qui est presque efficace. On voit qu'il est sur une frontière, il est très proche de la frontière d'efficacité, du maximum qu'on peut faire pour les milliards d'euros dépensés. Et j'ai représenté aussi le pays A, qui lui est moins efficace, c'est-à-dire qu'il dépense à peu près les mêmes milliards, le même niveau de dépenses de santé que PIB, mais on voit qu'il obtient une espérance de vie inférieure. Alors, quel est le rôle de l'économiste dans ce cadre-là? Eh bien, c'est de trouver des moyens de faire en sorte que le pays A obtienne les mêmes gains d'espérance de vie que le pays B semble pouvoir obtenir avec le même niveau de dépenses de santé. Et éventuellement, on pourrait même imaginer trouver des moyens de faire en sorte que le pays A dépense même plus pour sa dépense de santé, mais qu'il se rapproche en même temps d'une efficacité maximale, c'est-à-dire, là il y a un point à droite du graphique qui semble être possible, c'est-à-dire avec beaucoup de dépenses de santé, on peut aussi générer beaucoup de gains d'espérance de vie pour les populations, mais à un niveau efficace. Et c'est ça le rôle de l'économiste de la santé, c'est de traquer les comportements des agents, de sélectionner ceux qui sont efficaces. Par exemple, l'installation des médecins, faire en sorte que les médecins s'installent là où on a besoin d'eux pour que l'euro dépensé dans le système de santé bénéficie le plus possible aux populations en termes d'espérance de vie, puisque là on parle d'économie de la santé et donc du bon fonctionnement du système de santé.